Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Je vous parle ici de la terre d'Israël. Je suis en Israël, je vis ici depuis environ 20 ans. Cette terre qui est nommée comme une terre de Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre d'or, de lait et de miel dans la Bible. C'est ici que je vis tous les jours de ma vie depuis environ 20 ans. Il y a eu des années où j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la France et Israël et où j'étais encore très attachée à la France, très attachée à la culture française. Et je vivais vraiment dans ce qui s'appelle un choc des cultures en Israël. Je vivais vraiment dans ce qui s'appelle le sentiment d'être très différente des Israéliens et de sentir que la terre d'Israël m'était un petit peu étrangère. Et donc j'avais encore cet attachement très fort à la France. Aujourd'hui, ça va faire 20 ans que j'habite ici. Et je vous avoue que mon regard sur Israël et sur les Israéliens a complètement évolué puisqu'il s'est affiné en fait. J'ai vraiment en fait pu réaliser la réalité qui est vraiment la terre d'Israël et la réalité que sont les Israéliens. Et aujourd'hui, comme petit témoignage, ça va faire environ, je ne sais pas, peut-être 6 ans que je n'ai pas voyagé. 6 ans que je n'ai plus voyagé et que je ne tiens plus à voyager parce que je suis tellement bien ici aujourd'hui. Je pense que ne serait-ce que ce témoignage est la preuve vivante que ce pays est extraordinaire vraiment, et quand on commence à le voir avec les vraies lunettes, eh bien c'est très dur de repartir, et l'attachement commence à être fort et réel pour ce pays. Mais quand je suis arrivée, ce n'était pas du tout le cas. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment attachée à la culture française et à l'éducation française que j'avais reçue. Et j'avais beaucoup de mal à me faire aux Israéliens, beaucoup de mal à me faire au style israélien. J'appelais même pas ça une culture, je ne savais même pas qu'il y avait une culture israélienne. Pour moi, ce n'était pas une culture, il y avait la culture française et puis il y avait les Israéliens, qui ne connaissent pas grand-chose à la culture, qui ne sont pas des gens très culturels, etc., très cultivés, etc. Et donc pour moi, je mettais vraiment en accent la culture, en fait. La culture, les romans, les livres, la mode, la consommation. Et à ce niveau-là, pour moi, à l'époque, ils n'étaient pas au niveau. Ils n'étaient pas au niveau. Donc c'était comme ça, c'était ma vision des Israéliens. Ils ne sont pas au niveau, je suis au niveau, je vais leur montrer, je vais leur apprendre c'est quoi la mode. D'ailleurs, c'était mon métier, j'étais styliste et je faisais venir beaucoup de vêtements en Israël. Et j'étais dans un état d'esprit de leur montrer, de leur apprendre ce que c'est la culture, ce que c'est la mode, ce que c'est la vie. Et tant que j'étais dans cet état d'esprit, en fait, j'avais comme une sorte de petit mépris, ou de grand mépris plus ou moins, de mépris vis-à-vis des Israéliens, de la terre d'Israël. Ici, il n'y a pas tout ce qu'on veut, il n'y a pas ça, il manque ça. Ils ne connaissent pas ça. Tant qu'ils ne connaîtront pas ça, ils sont vraiment dépassés. Ils ont bien 10 ans de retard. Tout ce genre de pensée, de vision, en fait, c'est une vision qui est très extérieure, en fait, qui est très superficielle, matérialiste, en fait. C'est-à-dire que si on voit d'un point de vue matérialiste, si on compare la France ou son pays d'origine et Israël, d'un point de vue matérialiste, en tout cas c'était le cas il y a 20 ans, aujourd'hui je sais même pas si on peut se permettre encore de dire une chose pareille, parce que même au niveau matériel, extérieur, technique, etc., je veux dire, l'abondance qu'on trouve ici ne permet plus de trouver je trouve qu'il n'y a même plus de prétexte pour voyager, quoi. Même plus de prétexte pour voyager. Je me souviens, avant, quand il y avait des gens qui partaient en France, s'ils avaient le malheur de m'annoncer qu'ils partaient en France, je leur disais attends, je peux te donner une toute petite liste, rien du tout, hein, une petite liste de quelques petites choses à m'acheter, et je leur donnais un truc, mais un truc dépliant énorme avec plein de choses à m'acheter, des savons de Sephora, des machins, des pins, plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai plus ce réflexe. J'ai un autre réflexe. J'ai un réflexe de me dire comment ils font pour sortir du pays, je sais pas, moi je peux pas, je suis tellement bien ici, il me manque rien, et les gens me disent je te ramène quelque chose, non, vraiment rien, vraiment rien, je vois pas ce qui me manque, il y a tout, ça serait vraiment fou de demander quelque chose de France, ouais mais en France c'est moins cher, même pas, c'est même pas vrai, des fois ça revient même plus cher de faire venir de France parce que le voyage, le surpoids, je veux dire,
va pas mourir, même s'il y a un truc spécifique qu'on voulait qui n'existe pas ici, je ne crois pas, ça a tellement évolué. Aujourd'hui, on trouve de la boutargue, de la Adamroot, de la boutargue dans plein de magasins. On retrouve plein de produits français. Je me rappelle, à l'époque, Liliat et Shalom Var, quand on leur disait on va en France, qu'est-ce qu'on vous ramène, ils nous disaient toujours de la boutargue et de l'anthésite. Et aujourd'hui, il y en a dans plein d'endroits. Il y a plein de magasins qui vendent des produits français, la nourriture française, que ce soit à Jérusalem, à Natania, c'est clair, à Tel Aviv. Il y a plein d'endroits, à Ashdod très certainement, je ne sais pas. Il y a plein d'endroits où on retrouve toute la culture française, toute la nourriture française. Tout le monde, tous les Français ont pensé à ramener ce qu'il n'y avait pas, ce qui manquait, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire qu'il manque quelque chose. Et donc, j'étais dans un regard très extérieur de l'israélien. Et je n'avais pas les yeux pour voir ces choses intérieures qu'il contenait, qu'ils contiennent toujours, qui sont des traits de caractère d'une richesse incroyable. Et donc j'étais avec un état d'esprit de je vais leur apprendre. Donc je ne laissais pas la place à l'idée que je pouvais apprendre des Israéliens et d'Israël et de la culture israélienne. Il y a une culture israélienne très riche, une histoire surtout à connaître, que je ne connais pas encore vraiment, mais que je décèle chaque année, chaque fois qu'on fête l'anniversaire d'Israël, j'entends des histoires sur la construction du pays, et ça t'attache au pays. Tu te dis, mon Dieu, mais par quoi ils sont passés les Israéliens ? Par quoi ils sont passés? Nous, on est arrivés avec notre petite valise, nos petits sacs, machin. Tu vois, on sort de la Fnac, on sort de l'aéroport, on arrive en Israël. Mes petits disques, mon petit truc, mes petits livres, mon petit machin. Eux, ils viennent de construire le pays, ils viennent de passer des guerres. C'est des héros et ils marchent dans la rue comme si de rien n'était. Alors voilà, un des premiers traits de caractère extraordinaires qu'on retrouve chez les Israéliens, c'est de manière générale l'humilité. Une humilité extraordinaire. Tu rencontres des gens dans la rue qui marchent comme si de rien n'était. Tu t'adresses à eux pour leur demander le chemin, ils accourent vers toi pour t'aider. Et tu te rends compte que c'est des gens, où tu l'apprends après, où tu t'en rends compte, et tu te rends compte que c'est des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Et ils ne payent pas de mine. Ils ne vont pas étaler leurs trophées. Ils ne vont pas étaler ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a une humilité innée chez l'Israélien, chez la personne qui naît en Israël. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu vis dans le pays, chaque jour, chaque année que tu passes dans ce pays, te fait éponger cette humilité. Tu commences à éponger les traits de caractère du pays, que le pays recèle en lui. Et donc tu éponges l'humilité, et donc c'est un assainissement extraordinaire pour nous venant de France, où on est là avec nos gros sabots, je vais vous apprendre, je vais ramener ce qu'il n'y a pas ici, je vais vous montrer, et vous êtes à l'ouest, et vous êtes en retard. Tu vois, nous on arrive avec notre pensée que nous sommes juste, on ne peut pas se passer de nous sommes juste extraordinaires, on vient là, nous on connaît la vraie vie, nous on sait, on connaît, on va vous apprendre. Et petit à petit, année après année, tu vis ici un réel assainissement de l'ego, en les voyant vivre, en les voyant s'exprimer, dans une simplicité. Voilà, l'art de la simplicité. Voilà, si je devais décrire l'israélien, c'est l'art de la simplicité. Mais vraiment, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Tu tombes amoureux de cette simplicité. Moi, au début, je l'avais en horreur, cette simplicité. Je l'avais en horreur. Je me disais, mais je voyais ça comme un retard. Comme un retard. Et quand tu n'as pas les yeux pour voir ça, quand tu es dans un regard très extérieur, très matérialiste, très les détails esthétiques, machin et tout, eh bien, tu ne peux pas voir ces choses-là. Tu ne peux pas voir. Au niveau de l'humilité, au niveau de la simplicité, ils ont des années d'avance sur nous, et des milliers, des milliards d'années d'avance sur nous. Ils sont d'une simplicité adorable. C'est adorable. Leur simplicité est agréable, est belle, et donne envie d'être des gens plus simples, tu vois, d'être plus simples. Tu te rends compte que finalement, vivre plus simple, dans l'état d'esprit, je te parle pas, ok, t'aimes les marques, t'aimes le luxe, il n'y a pas de problème. Il y a des Israéliens qui vivent dans le luxe incroyable, dans un luxe incroyable. Tu peux choisir ton mode de vie comme tu veux. Tu peux vivre dans le grand luxe, il n'y a aucun problème, mais c'est à l'intérieur.
c'est à l'intérieur. Même l'Israélien qui vit dans la maison la plus luxueuse à Césarée ou je sais pas quoi, qui vit d'hôtel en hôtel, il y a des Israéliens qui sont très riches et qui sont qui ont pris goût au luxe, très certainement, je ne sais pas. En tout cas, quand tu les rencontres, ces gens-là, c'est inné en eux. C'est inné en eux. Ils restent simples. Ils restent simples. Ils restent abordables. Les gens sont abordables. Les gens ne se construisent pas une image, un ego, tu vois. Ils ont pas. Le pays ne permet pas cela. Je sais pas comment te dire. Pour moi, la terre d'Israël, c'est comme un grand hôpital pour les malades de l'ego. Les gens qui ont trop d'ego. La terre d'Israël va les assainir. C'est un grand hôpital. Et je me dis que peut-être qu'à l'époque, ce qui fait que quand on arrive ici, on a vraiment du mal, c'est quand on a vraiment un très gros ego. Mais c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute, encore une fois. On vient d'un pays où si t'as pas de l'ego, ou si tu t'es pas construit une image, ou si tu réponds pas à des critères, ou si t'es pas là en train de démontrer combien tu es incroyable, personne ne te prend en considération. C'est l'éducation. On vient avec une éducation certaine. C'est pas de notre faute. On a été imbibé. C'est pour ça qu'on dit que plus un juif il passe de temps en exil, en dehors de sa terre, plus il va avoir du mal à s'adapter à la terre d'Israël. Plus il va y avoir un choc des cultures, comme j'aime l'appeler, mais ça n'a rien à voir avec la culture, c'est juste un choc des traits de caractère. C'est comme une personne qui est extrêmement malade, qui va rencontrer quelqu'un qui est extrêmement en bonne santé. Il y a un choc, l'autre il est en train de s'essouffler, il va mourir sur le moment. Il est avec une canne, il marche pas très bien, il a toutes les maladies du monde et tout. Il rencontre quelqu'un qui est super sportif, qui est super musclé et tout. Il y a un choc des cultures, il y a un manque de compréhension. Et je trouve qu'au niveau de l'âme, au niveau du trait de caractère, c'est ce qui se passe ici en vérité. C'est que tu arrives avec toute ton éducation et toute ta culture française et tout ce que ça contient, et tu arrives ici, tu rencontres des gens qui sont tellement sains d'esprit, tellement sains. Ils ne demandent qu'une chose, c'est de t'aider. Ils ne demandent qu'une chose, c'est de t'aider. Alors nous, on arrive comme ça et on le regarde extérieurement et on se fait une image d'eux pas terrible, et donc on ne voit pas en quoi ils veulent nous aider. Pourquoi il m'a pas aidé, il m'a pas tenu la porte. Excuse-moi, il m'a pas tenu la porte. Il m'a dépassé dans la queue du supermarché. Donc ça, c'est vraiment inconcevable. Je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Le respect d'Israélien, il n'est pas dans ces petites choses-là. Ça, c'est extérieur. Encore une fois, c'est montrer que je suis quelqu'un de poli. Voilà, la politesse, tu vois, l'hypocrisie de la politesse. Ça, c'est anti-israélien. L'Israélien n'est pas hypocrite. L'Israélien n'est pas poli pour être poli, pour montrer qu'il répond aux critères de politesse. Je vais tenir la porte, je vais ne pas te dépasser dans la queue. Ça l'intéresse pas. L'Israélien, si tu as un vrai problème, il est là. Le français, c'est pas sûr. Le français, c'est pas sûr. Hein. On en a entendu des belles histoires où des juifs étaient poursuivis par des nazis et que ils ont fermé leurs portes, et ils ont fermé leurs portes à clé et qu'ils ont été se cacher. Alors bonjour la politesse. Bonjour la politesse. L'Israélien, c'est pas la politesse, c'est pas cette hypocrisie-là, il est là vraiment pour toi quand on a besoin. Vraiment. Mais vraiment, pour de vrai, au bon moment. Ils fournissent des efforts, ils sont incroyables. Quand tu tombes en panne sur la route, il n'y a pas une voiture qui ne va pas s'arrêter pour te dire que tu as besoin de quelque chose, l'autre il t'amène à boire. Mon mari un jour, il est tombé en panne sur la route, sur l'autoroute. Il m'a dit, il y a un camion qui est arrivé, il est sorti, il a couru derrière son camion, il a ouvert des portes. Je ne sais pas ce qu'il faisait, je ne lui avais même pas expliqué encore quel était mon problème, et je ne sais pas ce qu'il faisait. Il lui a ramené un thé chaud. Un thé chaud. On vit des choses comme ça en France. Une deuxième chose extraordinaire, juste merveilleuse, pour montrer la mentalité, quoi, pour montrer la sérénité dans laquelle tu accèdes quand tu viens vivre en Israël et que tu y restes et que tu commences à te dire que tu as peut-être quelque chose à apprendre dans ce pays. C'est le fait de se détacher de cette peur incessante qu'on développe en France à ce qu'on nous vole nos affaires. Alors moi, je me souviens qu'en France, je mettais toujours mon sac à dos devant, je le tenais fort,
On me disait toujours rentre tes chaînes. Quand tu rentres dans le métro, tu rentres tes chaînes parce qu'on peut te les enlever de derrière. Le sac, là, tu le tiens fort comme ça. Tu sors de l'aéroport, tu marches avec ton sac comme ça, tu le tiens comme ça. Si en plus tu as de l'argent dans ton sac, alors combien de choses je me suis fait voler en France, c'est de la folie. Si tu poses un sac quelque part, il tient pas une minute. Tu rentres avec ton sac dans les toilettes, c'est clair, tu vas rentrer dans la pièce de toilette avec ton sac. Cette crainte comme ça qu'on te vole tes affaires parce que tu as vécu des vols, c'est clair, en France on vole. Tu laisses quelque chose dans la rue, tu le vois plus. Après quelques minutes, ça disparaît. Tu n'as aucune chance de le retrouver. Croyez-moi, si je vous dis qu'en Israël, il y a peut-être des gens qui ont cette... Moi, pendant des années, j'avais encore cette phobie du vol. Il y a peut-être des gens qui ont la phobie du vol, mais les gens ne volent pas. De manière générale, c'est pas une ambiance de vol. En Israël, c'est une ambiance de retrouver le propriétaire de l'objet perdu. C'est le contraire inverse. Et donc après, tu te détends, tu vois. Tu marches avec ton sac sur le côté, tu poses ton sac sur la table. Et eux ils viennent te dire, prends ton sac, garde attention à ton sac, t'as laissé ton sac. Mais il n'y a aucun danger, tu peux laisser ton sac. Moi, je rentre jamais mon sac dans les toilettes, je le laisse toujours à l'extérieur des toilettes. Jamais en 20 ans, on m'a volé un sac. Jamais en 20 ans on m'a volé un objet. La seule chose qu'on m'a essayé de me voler, c'était la personne qui a essayé de me voler, c'était un Français qui était en vacances en Israël. Voilà, c'est un Français qui était en vacances en Israël, il a essayé de me voler une caméra que j'étais en train de filmer sur le Kikar. Ce Français a essayé de me voler une caméra. C'est la seule histoire. Ça ne veut pas dire que les Français sont des voleurs, mais en Israël, tu découvres une tranquillité comme ça, on est tous frères, genre, on est tous frères, on est tous sur le même bateau, on va pas se voler des choses entre nous. Et si jamais ils retrouvent un objet, ils vont mettre une affiche à l'endroit où l'objet a été trouvé. On a trouvé tel objet, appelez-nous. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Moi je me souviens, il y a aussi cette peur, tu sais, quand tu viens de France, j'ai vécu en France pas mal d'années, j'ai fait pas mal d'allers-retours, donc vraiment je parle de choses que j'ai vécues. En France, tu as la peur de la racaille, tu as la peur de... Quand tu marches dans la rue, tu baisses la tête. Tu sors pas après certains horaires. Si tu marches dehors, tu marches vite. Si tu marches dehors, tu vas... Cette peur de l'attaque. Tu vas te faire attaquer par une racaille, par quelqu'un. Tu vas te faire attaquer. Et moi, quand je suis arrivée en Israël, j'avais encore cette angoisse-là de la peur de marcher dans la nuit, dans la rue la nuit. Après, ça disparaît, c'est magnifique. Après, tu deviens... Et après, les gens te disent, mais t'es inconscient de marcher à telle heure dans la nuit et tout. Non, t'inquiète pas. Tu vas vivre dans un pays, Israël, où tu vas comprendre que tu n'es pas en danger. Que tu n'es pas en danger en Israël. Tu n'es pas en danger. Et donc, petit à petit, tu abandonnes tous ces réflexes que tu as de la peur de te faire attaquer, de la peur de faire une mauvaise rencontre dans la rue, de la peur de sortir trop tard dehors dans la rue. Les gens sont cool. Les gens sont... On est tous des frères et sœurs, il n'y a pas de volonté de t'attaquer ou des choses comme ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Dans la globalité, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il y a peut-être un cas une personne qui est malade mentale, qui a, je sais pas, peut-être, ou des gens, je sais pas. Mais moi, j'ai jamais en tout cas vécu ça dans la réalité israélienne. Et donc, pleine de cette peur de l'attaque dans la rue, je me souviens que je marchais un peu tard le soir dans la rue à Jérusalem et j'entendais deux jeunes se parler comme ça fort. Et pour moi, tout de suite, j'ai eu l'image des racailles, tu vois, des racailles qui parlent fort dans la rue comme ça. Et donc, il y en avait un qui était à sa fenêtre et un qui était sur le trottoir et ils parlaient fort entre eux. Ah, baba, 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 voilà, baba. Je me suis dit, bon, j'ai attaché mon sac, je voulais changer de trottoir. Et puis, je passe quand même près d'eux et j'entends leur discours. Il y a des devoirs ce soir? Est-ce que le professeur a donné des devoirs? Tu les as fait, toi? Ouais, je les ai fait. Tu as besoin d'aide? Ouais, je veux bien. C'est quoi la page du... Ils étaient en train juste de parler de leurs devoirs. Je me suis dit, oh, quels bons enfants, ils sont mignons comme tout. Des jeunes adolescents, tu vois. Mais pour moi, dans la tête, c'était genre, s'ils parlent fort dans la rue à minuit, comme ça, tard le soir et tout, c'est qu'il y a un danger, c'est qu'il y a un problème. En fait, non, les gens, ils sont sains d'esprit. C'est des gens bons. C'est des gens bien. Et le truc, c'est que souvent, il y a des gens qui racontent qu'ils sont venus en Israël, ils ont fait des mauvaises rencontres, ils sont tombés sur des arnaqueurs, ils sont tombés sur... J'entends ces histoires, mais ça m'est jamais arrivé. Les gens qui sont autour de moi, ça ne leur est jamais vraiment arrivé.
Mais bon, il y a des histoires comme ça. On est tombé sur des arnaqueurs, sur des voleurs, ils t'ont tout volé. Quand tu viens en Israël, attention, il faut venir avec beaucoup d'argent parce que sinon on te vole. C'est un cliché qui est faux, qui est complètement faux. Maintenant, il faut comprendre que si Dieu a décidé que tu vas tomber sur un arnaqueur, parce qu'il veut t'enseigner une leçon, il va te faire tomber sur un arnaqueur, même en Amérique, même au Canada, même en France. S'il a besoin pour t'enseigner une leçon, je ne sais pas, c'est toi et tes comptes avec Dieu, s'il a besoin de te faire tomber sur un arnaqueur pour, je ne sais pas pour quelle raison, eh bien il te fera tomber sur un arnaqueur, c'est sûr, il va aller trouver, il va aller chercher l'arnaqueur. Peut-être que c'est même pas un arnaqueur, c'est toi qui l'as vécu comme une arnaque. Des fois les gens ils se font des films, ils voient tout, ils voient l'arnaque de partout, oui. Parce que quand tu viens en Israël avec des clichés plein la tête, les Israéliens c'est des voleurs, les Israéliens c'est des arnaqueurs, les Israéliens il n'y a pas plus honnête que les Israéliens. Il n'y a pas plus honnête. Tu viens ici, tu deviens honnête toi-même, tu te rends compte que ils sont peut-être plus honnêtes que toi. Donc tous ces clichés que les gens racontent, je me suis fait arnaquer, j'ai voulu acheter une maison, ils m'ont sorti un prix exorbitant, ils se moquent de moi. Il y a un moment, il faut se remettre en question. Si la personne ne sait pas se remettre en question, elle va arriver en Israël, elle va voir tout le monde comme des coupables. Ils sont tous coupables de quelque chose. Ils veulent tous me voler. Comme je vous ai dit, moi j'étais avec mon sac, ils vont me voler mon sac, ils vont me voler mon sac. Mais c'est la phobie que tu as développée dans ton pays où tu es né. Dans le pays où tu es né. Ça n'a rien à voir avec le pays d'ici. Tu as l'impression que tu as la phobie de te faire arnaquer, tu as la phobie de tomber sur des arnaqueurs, parce que tu as vu trop d'émissions où les gens ils se faisaient arnaquer, où tu as montré des gens qui se sont fait arnaquer, parce que tu t'es fait arnaquer toi-même en France, et tu arrives ici, tu es sûr que tout le monde va t'arnaquer. Tu arrives avec un cliché, tu as toujours l'impression de te faire arnaquer. Et si ça se trouve, tu ne te fais pas arnaquer. Maintenant, il faut savoir se remettre en question. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas le pays, si on va dans les endroits les plus demandés, d'accord, si maintenant, je sais pas, un touriste qui ne connaît rien à la France a envie d'avoir un pied-à-terre en France, et il contacte un agent immobilier qui travaille sur les Champs-Élysées, il lui dit, tu pourrais me trouver un petit appartement là sur les Champs-Élysées, j'aimerais avoir un pied-à-terre. Le mec, il va lui montrer des appartements sur les Champs-Élysées avec les salaires que cela demande, avec le prix approprié. Et celui enfin le client, il peut tomber des lignes, il peut se dire mais c'est un arnaqueur, c'est quoi ces prix, mais c'est honteux, comment il me propose un service, mais c'est les Champs-Élysées. Sauf que le touriste, il connaît pas lui les Champs-Élysées, il sait pas ce que ça vaut, il sait pas qu'il y a des endroits qui sont beaucoup moins chers. Et en fait, c'est ce qui se passe souvent ici. Les gens recherchent les endroits les plus centrés, les plus demandés, où tu as des programmes de luxe, des bâtiments de luxe qui sont construits. C'est vraiment des endroits de luxe. Les gens vont dans des endroits de luxe et ils veulent des prix de banlieue. Parce qu'ils ne connaissent pas spécialement la réalité du pays. Donc il faut savoir se remettre en question. Si tu as reçu un prix d'une maison ou d'un appartement qui est extrêmement cher, c'est qu'il faut chercher un petit peu plus loin. Il faut s'excentrer un petit peu. C'est comme dans tous les pays. C'est comme dans tous les pays. Et Dieu merci que les maisons et les appartements dans les centres atteignent de tels prix. Ça prouve la popularité, Baruch Hashem, que Israël est en train de vivre. La montée dans le matériel que Israël est en train de connaître. C'est magnifique. Si même le centre, ça valait rien du tout, ça veut dire que tu es dans un bidonville. Ça veut dire que tout Israël, c'est un bidonville et que partout où tu vas, c'est pourri, c'est bidonville. Mais il faut voir les constructions, il faut voir le luxe, il faut voir la merveille que c'est. Celui qui veut du luxe, il va trouver du luxe. Celui qui veut des prix moins chers, alors il faut s'excentrer. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut connaître l'endroit, il faut se remettre en question, c'est ça. Israël, c'est un pays qui te pousse à la remise en question. C'est pour ça que c'est douloureux. Quand les gens ils parlent d'une difficulté au début de l'Alia, c'est cette difficulté c'est ce moment-là où tu dois te remettre en question. C'est toujours difficile de se remettre en question. C'est toujours très difficile, surtout suivant l'âge qu'on a, suivant le nombre d'années qu'on a passé dans un pays où on t'a toujours appris à être sur tes gardes, à ne pas te faire arnaquer, à montrer qui tu es, développer tous ces mauvais traits de caractère qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas bienséants, qui ne sont pas voulus pour un être.
Et ici, tu vas petit à petit apprendre à développer l'humilité, le bon regard sur les Israéliens, sur la terre d'Israël. Les Israéliens sont des gens qui naturellement ont un bon regard, ont un regard positif. Et ils en ont bien besoin parce que pour construire un pays de rien, il faut être un minimum optimiste et être puissant dans l'esprit de se dire, de voir le bien, de voir ce qu'on a réussi à faire. Et nous, on arrive avec notre truc de se plaindre à la moindre chose, à l'art de la plainte. En France, c'est l'art de la plainte. C'est plus tu sais te plaindre, et plus tu es quelqu'un qui a de la conversation, avec qui on peut parler, tu as quelque chose à dire, oui, parce que tu as une plainte. Alors, la plainte, c'est très important. Ici, c'est voir le bon. Voir le bon, parce que la plainte, quand tu passes ta vie à te plaindre, c'est peut-être populaire dans certains endroits du monde de se plaindre, mais la plainte, elle mène au final vers la tristesse, vers la morosité, quand tu vois tout noir et tout pas bien, et que tu vas toujours chercher la petite bête, au final tu déprimes. C'est la dépression. C'est la dépression. Ici, les gens font tout pour garder un esprit clair et un esprit sain et être bien dans leur basket et être en bonne santé et ne pas être déprimés. Donc ils regardent le bien, ils recherchent le bien. Ils vont parler du bien. Et nous, on est là à chercher la petite bête, à aller dire le défaut qui va pas, le truc qui va pas, toujours le truc qui va pas. Eux, c'est des gens, la terre d'Israël donne naissance à des gens qui voient le bien. Parce qu'on dit, d'ailleurs, que quand on mange les fruits de la terre d'Israël, eh bien, on absorbe ce bon regard. On absorbe petit à petit ce bon regard sur la vie, sur les choses, etc. Pourquoi ? Parce qu'on dit que tous les fruits de la terre d'Israël, tout ce qui pousse en Eretz Israël, c'est l'œil de Dieu qui les regarde et qui leur dit pousse, pousse, pousse. C'est grâce au bon regard de Dieu sur les fruits et les légumes de la terre d'Israël et le blé, tout ce qui pousse dans la terre. C'est grâce au bon regard de Dieu sur toute l'agriculture que tout ça pousse. Et donc quand on les mange, on absorbe en nous le regard de Dieu en fait. Et le regard de Dieu est un bon regard. Le regard de Dieu, c'est un regard positif. Donc on guérit en fait. Israël est un grand hôpital pour les maladies de l'âme, pour les maladies de l'être. Tu peux paraître extérieurement super accompli, quelqu'un de très très réussi, tu viens de France, tu as un diplôme, t'as tout ce qu'il faut au niveau extérieur, tu réponds à tous les critères de top. Tu as le diplôme, tu as l'argent, je sais pas, tu as la maison, tu as la femme, tu as les enfants, tu as les marques, tu as les sacs, tu as les bijoux, tu as les machins et tout, tu as les connaissances, tu connais la mode, tu connais les romans, tu as lu les derniers romans. Extérieurement, tu parais accompli, mais intérieurement, je suis, quand je suis venue, pourri d'intérieur, excusez-moi l'expression. Quand tu commences à découvrir les Israéliens, on se rend compte à quel point on est pourri de l'intérieur. Et on guérit en fait. Israël te fait guérir, mais c'est difficile, c'est douloureux. Oui, la guérison est douloureuse. Oui, quand on prend des médicaments, quand on a des symptômes, c'est douloureux. La guérison peut être pour certaines personnes douloureuse. Et plus on prend conscience de ce processus de guérison en terre d'Israël, moins c'est douloureux à mon avis. Plus on sait pourquoi on souffre, plus on sait pourquoi il y a ce choc là, ce choc, pourquoi est-ce qu'on a du mal avec les Israéliens, pourquoi est-ce qu'on voit tout d'un mauvais œil, c'est juste que tu viens d'un pays où on t'a habitué à être comme ça. Et là, tu vas découvrir un pays où tu vas t'assainir. Tu vas t'assainir, tu vas te remettre en question, on va se remettre en question, on va devenir plus humble. On va voir les Israéliens avec un bon regard, la terre d'Israël avec un bon regard. On va voir la main de Dieu dans tout, parce que des immeubles qui se construisent aussi rapidement, des endroits de désert qui se transforment en une ville en quelques mois, tout qui pousse, l'abondance, une abondance extraordinaire. Un pays qui n'a que 60 ans environ, 69, 70 ans presque 70 ans. Dernièrement, il y a longtemps, on avait fait avec mon mari un voyage à Barcelone, et le guide touristique a donné l'âge de la ville en fait de Barcelone et a dit que Barcelone avait 2000 ans. Ça faisait 2000 ans que Barcelone existait. Et là, c'est là où j'ai pris conscience à quel point le pays d'Israël est vraiment, vraiment surnaturel. Surnaturel au niveau de son évolution. Et tous ceux qui vivent en Israël vous le diront. Les gens le voient. Les gens le voient.
un pays qui n'a que 70 ans et qui ressemble à un pays qui a déjà 2000 ans, qui est même mieux qu'un pays qui a 2000 ans. Il est au-dessus de tout, Israël est au-dessus de tout au niveau de ce qu'il produit, au niveau de... C'est juste magnifique, le pays d'Israël. Voilà, je souhaite à tous les juifs du monde de pouvoir venir en Israël, de pouvoir vivre ici. Mais pas seulement de vivre ici, de vivre bien ici, c'est-à-dire de découvrir la merveille qu'est la terre d'Israël, de découvrir la merveille que sont les Israéliens, et de se rendre compte qu'on a beaucoup à gagner à vivre ici. On a énormément à gagner. Et surtout, ça c'est tout un thème à part, nos enfants ont tout à gagner à vivre ici. Ils ont tout à gagner, si vous voulez on en reparlera. Les enfants c'est un grand thème. L'enfant en Israël c'est juste la liberté, c'est juste le libérer d'une grande prison que de faire vivre son enfant en Israël. Si on lui donne naissance en Israël, il y a encore plus de mérite, mais si on les fait vivre, on les ramène de France et on les fait vivre en Israël, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à nos enfants. A très bientôt et bienvenue en Israël.